Yes, we care. Bienvenue dans Yes, we care, le podcast des leaders qui font rimer succès avec humanité. Je m'appelle Faustine Durier et j'ai une conviction, l'entreprise de demain est celle qui valorise l'intelligence du cœur au même titre que la performance du chiffre. C'est ce qui m'a poussé à créer Humanside pour proposer des conférences et des formations qui mettent l'intelligence émotionnelle au service du management. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de dirigeants qui ont fait le pari du care. L'objectif, vous inspirer, vous donner envie de vous lancer et vous montrer par l'exemple que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Allez, c'est parti! Cet épisode a été rendu possible grâce à notre sponsor WeMind. WeMind, c'est une mutuelle 100% digitale qui va devenir votre meilleur allié pour prendre soin de vos employés. Comment ? D'abord en apportant les meilleures garanties pour vos salariés. La mutuelle rembourse au maximum autorisé par la sécurité sociale et elle inclut tous les besoins de santé spécifiques comme l'optique, le dentaire, même la médecine douce. Deuxièmement, ils sont ultra rapides. Ils réalisent 92% des remboursements en moins de 24 heures. Et enfin, ils proposent des tarifs ultra compétitifs. Ils ont en effet une politique du prix juste, c'est-à-dire qu'ils calculent leur prix pour être équitable pour tous. Moi, en tout cas, j'ai testé pour vous et mon équipe était absolument ravie. Ce qu'ils avaient adoré, en plus de tout ce que je viens de vous partager, c'est le comité d'entreprise qui est inclus dans l'offre WeMind. On y retrouve des réductions sur des milliers d'activités, des achats et des loisirs. Je trouve que c'est un vrai plus quand on est dirigeant de PME pour rivaliser avec les avantages des grands groupes. Et évidemment, je les adore et je les recommande parce que tout dans leur démarche respire la philosophie du care. Leur culture d'entreprise, leur management porté par leur fondateur Inde et Michael, et leur engagement sociétal puisqu'ils reversent une partie de leurs bénéfices auprès d'associations. WeMind, c'est donc un choix éthique, malin et judicieux pour vous et pour vos salariés. Yes, WeMind. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Faustine. Bienvenue dans le podcast Yes, We Care. Merci de t'être rendu disponible. Écoute, on se connaît pas trop, on se connaît même pas du tout, Jean-Christophe. Moi, je t'ai découvert dans le livre Replacer vraiment l'humain au cœur de l'entreprise, le management par le care de Benoît Méronin, Marc Grassin et Christophe Benavent. Donc je me suis dit c'est hyper intéressant parce qu'on va avoir aussi le point de vue d'une personne qui a un dirigeant, mais dirigeant salarié, et qui a clairement développé aussi une philosophie du management par le care et entamé une transformation à la SNCF, qui est une grande entreprise. Donc je trouvais que ça pouvait parler à pas mal de nos auditeurs. Donc voilà, donc merci déjà pour ta dispo. Avec plaisir. Écoute, pour commencer, est-ce que tu accepterais déjà de te présenter, de nous raconter un peu ton parcours et ce qui a fait que tu es arrivé à ce poste aujourd'hui? Alors c'est vrai que j'ai 31 ans de carrière SNCF, donc on va essayer de faire court. Ouais. Quand j'ai commencé, j'étais dans du management très opérationnel, par une formation d'ingénieur initialement qui m'a amené dans ces postures-là. J'ai complété par des postures plutôt transverses, de commercial, dans des directions du contrôleur en fait, tout simplement. Et j'ai eu un passage à l'étranger, en filiale, puisque le groupe SNCF, c'est pas qu'une entreprise, c'est aussi surtout un groupe qui fait plus de 40% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Donc ça, on le sait pas forcément. Oui, j'avoue. Oui. Et donc je suis parti dans une filiale en Angleterre et j'ai eu quelques missions en Australie pendant 6 ans. Donc ce qui m'a donné aussi une ouverture que j'ai pu ramener au sein de l'entreprise. Et quand je suis revenu, j'ai amené plutôt une dimension entrepreneuriale. D'abord au TER, et puis où j'ai pratiqué un management que j'ai su plus tard était du réseau apprenant. Ouais. Et quand je suis arrivé après sur Lyon en 2014, j'avais tiré quelques premières leçons de cette première expérience et j'ai mis en place un management qui était plutôt influencé par les associations que j'ai fréquentées entre-temps, que sont SOL pour les réseaux apprenants, ou MOM 21 pour tous les autres modèles managériaux qu'on va résumer 3.0. Tout ça. Ok. Voilà. Et juste quand tu dis réseau apprenant, dans un premier temps, quand tu avais ton premier poste, qu'est-ce que tu entends par là ? C'est beaucoup travailler sur la subsidiarité plutôt que la délégation, beaucoup plus sur l'empowerment, avec par exemple une anecdote où on avait un marché de nettoyage pour la gare de Rouen. Et une collaboratrice me demande, alors finalement, vous avez choisi laquelle entre les deux ? Au lieu de lui répondre, je lui demande, mais toi, tu aurais choisi laquelle ? Et elle me donne le nom d'une société. Ouais. Je dis, voilà, on va prendre celle que tu as retenue parce que c'est toi qui vas devoir travailler avec eux. Et si tu penses que c'est eux les meilleurs, c'est que c'est eux qu'il faut qu'on prenne. Voilà un exemple d'empowerment où je les associe dans la décision. Alors bien évidemment, ça surprend au début,
mais ça donne de meilleurs résultats derrière parce qu'ils se sentent concernés, ils se sentent associés, puisque c'est leur vie, c'est leur quotidien. Voilà. Donc c'est des réseaux, c'est une façon de travailler, on descend le niveau hiérarchique et apprenant parce qu'en fait, il y a des modes de fonctionnement entre collaborateurs. D'accord. Et en fait, ce qui est rigolo quand on t'écoute comme ça, et ce qui me plaît, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que tu arrives et c'est toi qui dis, voilà, donc j'ai un peu développé, diffusé un style de management. Pour autant, on a parfois le sentiment que quand on est dans une grande entreprise, on n'a pas trop le choix de son style de management. On fait un peu ce qu'on nous dit de faire. Comment tu t'y es pris, toi? Enfin, alors là, on a été hyper vite. Effectivement, tu me dis, on m'a un peu ouvert les chakras en voyageant, etc. Donc toi, tu as aussi été managé, donc c'est peut-être ça qui t'a donné envie de responsabiliser davantage les salariés, etc. Mais voilà, enfin juste le cheminement, j'essaie de comprendre et comment tu réussis à diffuser ce style de management qui t'est cher. Ouais, tu as raison de revenir à cette précision. C'est qu'effectivement, l'important dans ces nouveaux modèles managériaux, c'est d'avoir le pouvoir de décision et d'action. Et dans le cas particulier du TER Haute-Normandie, j'ai eu la chance d'avoir un dirigeant qui couvrait Paris-Saint-Lazare, Haute-Normandie, Basse-Normandie. Donc il ne pouvait pas être partout. Et il a modélisé cette façon de manager très délégatif, très responsabilisant. Donc il a apporté ce qu'on appelle maintenant la permission et la protection. La permission d'oser faire des choses, parce qu'il avait confiance, et il savait ce que je faisais et ce que j'amenais, et la protection au sens j'assume et je te couvre et je suis avec toi et vas-y, ose. Et cette modélisation m'a permis d'en faire autant. Donc ça, tu as raison de le souligner, dans une grande structure, il y a un moment, il faut cette position-là, que j'ai retrouvée quand je suis venu au TGV sur Rhône-Alpes, où j'avais effectivement un manager qui était dans l'intuition, il sentait, il pratiquait la permission et la protection, sans forcément y mettre les mots comme on peut les mettre maintenant, de façon intellectuelle, et qui fait qu'il y a eu une complicité. Et quand je suis arrivé, je lui ai dit, j'ai besoin que tu me protèges pendant 10 ans, puisque dans l'entreprise, traditionnellement, on change tous les 3 ans. Voilà. Absolument, oui. Et donc là, lui, il m'a dit, OK. Il est vrai que j'avais un parcours professionnel suffisamment long. C'était fini l'époque où j'avais à changer tous les 3 ans, donc je pouvais me le permettre. J'étais dans les derniers postes de ma carrière. Et lui, il a bien senti qu'il était important d'apporter cette permission et cette protection. C'est sûr que d'un côté, c'est assez osé de demander ça. Après, moi, je me dirais, est-ce que lui, il va pas partir avant, quoi? Alors effectivement, il y avait ce pari, et c'est ce qui s'est produit. Mais bon, tu avais quand même la sécurité, tu te disais, je suis plutôt protégé un certain temps, quoi. Voilà, ça a duré 7 ans. Voilà. Oui, c'est pas mal, quand même, 7 c'est ans. pas mal, ouais. D'accord. Et donc là, tu arrives en disant, voilà, j'ai un plan d'action, ou alors c'est chill, tu dois fais-moi confiance à l'aveugle pendant 10 ans. Comment ça se passe? Alors avec lui, oui, c'était comme Ouais. ça. Avec les collaborateurs, on a beaucoup appris en marchant. Et moi, le premier. Faut remettre dans le contexte. En 2014, on avait à peine le livre de Laloux, on parlait seulement de l'entreprise libérée. La sociocratie ou l'holocratie n'était pas forcément connue. On en faisait beaucoup de la confusion, beaucoup de détracteurs, des thèses, des recherches. Aujourd'hui, on est 10 ans plus tard, c'est sûr, c'est beaucoup plus connu, c'est beaucoup plus étudié et on comprend un peu mieux ce qu'il y a derrière. Même si, je sais pas si c'est plus facile parce que y en a plein qui ont essayé, pas en le faisant bien, pas en adoptant vraiment les convictions, en fait, plus en voulant être dans la tendance. Et du coup, on a des cas d'échec qui font que c'est facile de s'appuyer là-dessus pour dire on le fait pas. Voilà. C'est pas un modèle. C'est pas un modèle, c'est pas sorti d'un livre, même si Isaac en parle. C'est pas ce qu'on va chercher chez Jim Collins ou Tom Peters. On va pas chercher des modèles de fonctionnement, de management. La principale caractéristique de tous ces modèles de management, c'est la conviction, l'intimité du dirigeant. Et c'est pour ça que j'aime bien. Si j'avais un modèle, ça serait plutôt Robert Greenleaf, le servant leader. Je relisais, parce que c'est exactement ce que tu as écrit ce que tu as exprimé, en tout cas dans le livre, c'est il n'y a pas de méthode, il n'y a que des convictions. Oui, ouais, tout à fait. Et c'est là où, en fait, on y met de soi. Le dirigeant, il y va de sa personne. Et je l'ai compris quand une coach a accompagné mon codir et m'a fait parler avec cette authenticité et cette intimité auprès de mon codir à l'occasion d'une journée de séminaire. Et je n'avais pas perçu à quel point c'était important et attendu de mes collaborateurs, en fait. En fait, c'est de la congruence. C'est ce qu'on peut appeler maintenant de la congruence. Mais ce n'est pas de la congruence affichée, calculée, réfléchie.
c'est réellement une conviction personnelle. Alors après, certains iront presque jusqu'à dire c'est une conviction spirituelle, existentielle, etc. Mais en tout cas, c'est ce qui constitue la personne. Et comment tu la nommerais, cette conviction ? Le terme qui se rapproche le plus, c'est peut-être humaniste, mais il est beaucoup utilisé, ce terme-là. C'est du sens existentiel, du sens à la vie, c'est assez philosophique, c'est assez intime, c'est assez personnel. Mais ce qui peut se rapprocher le plus, je dirais humaniste peut-être. Donc tu as confiance en Oui. les individus finalement et qu'on peut leur faire confiance finalement, c'est un peu ça, quoi. Absolument, et puis ça a été démontré maintenant avec les neurosciences. Les travaux de Mathieu Ricard le démontrent aussi. L'homme est bon, ça c'est Jean-François Debris qui dit l'homme est bon. Alors au-delà de la formule, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est même étonnant que c'est uniquement dans l'adversité que le côté beau, le côté rayonnant des personnes ressort. Mais en fait, à la base, si on sait voir le côté bon et riche dans une personne, on voit au-delà du potentiel. Et donc là, si on revient juste à donc quand toi t'arrives finalement donc tes prises de poste, j'ai l'impression que c'est coucou, j'arrive maintenant, les gars, donnez-moi un peu d'air, je vais mettre en place ma philosophie managériale, c'est un peu ça. Mais la deuxième fois, quand tu demandes 10 ans, tu avais un contexte particulier de transfo, enfin parce que on parle que de transfo, mais c'était on t'avait demandé quelque chose ou c'est juste Non. En fait, la chance que j'avais, c'est que comme j'étais à MOM 21, j'étais au conseil d'administration, donc nous faisions du benchmark de toutes ces entreprises qui se lançaient dans ces démarches-là. Et on savait que c'était variable entre 3 mois, quand de toute façon c'était la survie de l'entreprise qui était en jeu, donc quelques cas particuliers, à une dizaine d'années quand on était dans les grands groupes. En général, la transformation d'une entreprise au sens managérial du terme, et pas structurel, au sens managérial, c'est 3 à 5 ans. Les grandes entreprises, c'est 8 à 10 ans. Donc j'avais ce benchmark-là. Donc je savais que quelque part, ça prendrait du temps. Je suis dans une entreprise avec une histoire très lourde, avec une culture, des principes. On ne va pas revenir dessus. Là. Il y a un président qui disait que la SNCF, c'est l'armée avec la discipline en plus. Bon, ça résume à peu près bien l'histoire. Alors, qui est légitime, 80 ans SNCF, il y a du sens. Mais il faut en tenir compte. Oui, bien sûr. Donc non, quand je suis arrivé, j'avais pas de commande. J'avais plutôt une conviction. J'avais une expérimentation. J'avais vu ce que j'avais fait en Normandie. Et j'avais vu qu'au bout de 3 ans, c'était trop court. Voilà. Et donc toi, tu t'es emparé quand même d'une mission tout seul. On a besoin quand même de transformer managérialement l'entreprise et qu'on peut le faire à son échelle. Ouais. C'est à son échelle, c'est vraiment le principe du colibri. C'est-à-dire, j'attends pas que quelqu'un me le demande. Je fais ma part. Et comme j'avais un pouvoir d'influence sur mon territoire, en Rhône-Alpes, je l'ai fait ma part sur ce territoire. Et c'est vrai qu'à la base, c'est quand même une conviction personnelle. Donc, j'attends pas un reward pour entreprendre. Je le fais parce que j'y crois, parce que je pense que c'est bon. De façon plus intellectuelle, certains diront, oui, le monde VUCA, le monde complexe dans lequel on vit, on veut développer de l'agilité, de la réactivité, et c'est fini le processus conception, méthode, fabrication, qu'on travaille pendant 5 ans. Aujourd'hui, il faut produire du service, de la réactivité, du sens tout le temps. Et donc, ça veut dire que nos collaborateurs, ils sont en live, quoi. Ouais, et après, je me disais que l'intérêt de cette démarche entrepreneuriale, c'est que peut-être tu n'es même pas pollué par des KPI qu'on va t'imposer Absolument. Dans le cadre d'une transfo en disant pour que ce soit rentable, il faut que tu nous fasses plus 10% d'engagement, je sais pas quoi. Donc, tu es plus libre là-dessus. Oui, je suis plus libre, mais si ça merde, c'est là où on met à l'épreuve la protection. Quand je parlais de permission de protection, voilà. Bon, il se trouve que ça n'a pas été le cas. Il se trouve que la première expérimentation, on a commencé avec une équipe, elle a surperformé, et je pense qu'on a surpris tout le monde à la façon dont elle a obtenu. Et alors, raconte-nous justement, c'était quoi pour toi l'expérimentation? Ça commence par quoi? Enfin, comment tu t'y es pris? Alors, on est parti from scratch. Donc, j'ai travaillé avec une collaboratrice, une consultante interne, qui, comme moi, avait juste envie de pouvoir exprimer ses convictions. On s'est rencontrés, elle me dit, c'est avec toi que je veux bosser et ton projet m'intéresse, est-ce que tu es OK qu'on bosse ensemble? Donc tu avais déjà exprimé ce désir-là auprès de tous les collaborateurs et tu as des personnes qui sont venues naturellement. C'est ça. Okay. Et on est parti from scratch, comme on dit. On a recruté sur la base de volontariat
8 collaborateurs et une chef d'équipe qu'on a embarqué dans l'affaire et qu'on a accompagné pour la passer de chef d'équipe à servante leader. Donc elle-même a évolué et grâce à cette coach, on l'a accompagnée dans son positionnement. Et les 8 volontaires, ils sont partis d'une feuille blanche et ils avaient tout pouvoir pour réinventer la production, alors qu'on appelle la production train dans la gare de Pardieu. D'accord, donc tu as créé une petite équipe en interne qui allait devenir un peu des agents du changement. Oui, alors c'est même pas des agents du changement, c'est plutôt un espace d'expérimentation, un espace d'expression. Et en fait, ce qui est ressorti quelques années plus tard, c'est non seulement au niveau de la production, ils ont été performants, mais eux-mêmes se sont transformés. Et ça, c'est génial. Certains sont partis essaimer à Lille, d'autres sont partis essaimer dans d'autres métiers, d'autres se sont relancés dans des études parce qu'ils ont découvert ce dont ils étaient capables. Il y en a une, elle m'a dit, je découvre à quel point la formation, ça m'excite, c'est génial, c'est formidable. Et elle est partie dans la formation. Donc, ils ont eu une réorientation de carrière, les uns et les autres. Okay. Ça a révélé leurs appétences. Et donc là, quand tu leur dis, c'est quoi, ça consiste en quoi exactement? C'est que tu leur dis, bon, maintenant, les gars, Wallogan, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes cette équipe, vous êtes autonome. Parce que j'entends qu'il y a de la formation, mais comment ça se déroule? C'est une équipe qui est très opérationnelle, c'est ça? C'est une équipe qui est très opérationnelle. L'important, et ça on apprend, on ne transforme pas une équipe dépendante à une équipe autonome. On va d'abord passer par de la contre-dépendance, de l'indépendance avant de trouver l'autonomie. Il y a tout un processus de deuil sur la maîtrise de processus, de deuil pour le chef d'équipe, de lâcher prise sur certains processus. Donc, ça veut dire qu'il faut que les règles qui avant étaient exogènes, imposées aux collaborateurs, il en faut toujours. Mais seulement, elles sont construites par les collaborateurs. D'accord, donc j'ai toujours eu des process de validation comme tels. Mais ils les ont construits. Lancer un train, c'est comme ça. Je ne sais pas exactement. Oui, mais alors quand c'est des process quand c'est métiers, la sécurité, un peu moins. Mais... Oui, quand c'est des process métiers, leur expertise fait qu'ils ne les remettent pas en cause. Oui. On est plutôt sur des process fonctionnels. D'accord. Sur les prises de décision, sur l'affectation des tâches à l'un ou à l'autre, l'allocation des congés, les processus achats, tous ces processus fonctionnels dans un collectif. Et en fait, ce que de l'extérieur on croit comme étant ils font ce qu'ils veulent, ça c'est de l'indépendance complète, et ça va au carton. En réalité, il y a toujours des règles. La seule différence, c'est que ce sont les règles, elles ont été construites par l'équipe. Ce sont ce qu'on appelle des méta-règles. Et le coach est là pour le rappeler, est là pour veiller que les processus sont bien en place et que l'équipe ne part pas dans n'importe quel sens et qu'elle redéfinit bien ses règles. Elle accompagne également le dirigeant pour s'assurer qu'entre le dirigeant et l'équipe, il y a un bon understanding sur où est-ce qu'on place le curseur, dans l'autonomie ou le contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas tout ou rien. Ce n'est pas je lâche le contrôle et c'est une équipe qui fait ce qu'il veut. C'est des curseurs en fonction des process. Par exemple, dans l'entreprise SNCF, les processus de notation, d'augmentation salariale sont très, très structurés. On n'est pas allé sur ce terrain-là. On a laissé les processus contrôle, dirigeant, en accord avec l'entreprise. Oui, c'est ce que c'était ma question suivante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Vous êtes tellement interconnectés avec des milliards de fonctions et c'est difficile d'être autonome finalement sur pas mal de process et de pouvoir changer ça. Mais il y en a beaucoup. On se rend compte qu'en fait, il y en a beaucoup. La gestion des congés, l'allocation des charges, la formation, l'organisation du travail, ça appartient à l'équipe. D'accord, donc finalement, c'est vrai qu'en première étape, c'est déjà ça, quoi. C'est identifier sur quoi on est autonome et qu'est-ce qu'on peut gérer par nous-mêmes. Absolument. Okay. Absolument. Voire les redéfinir et les définir ensemble. Et dans les fonctionnements, non seulement on commence par créer cette confiance-là, mais après on met en place tous les processus de régulation, qui est aussi très différent d'une structure normale. C'est-à-dire que l'équipe va se saisir de la régulation, de la gestion des tensions au sein du collectif. Autrement dit, les liens dans le collectif deviennent un objet. C'est-à-dire que l'objet n'est pas simplement l'expression d'un métier, un processus de départ, par exemple, mais dans l'équipe, elle se saisit également de la relation entre les uns et les autres. Et ça, c'est essentiel. Cette relation étant apaisée, construite, gérée, prise comme un objet comme les autres, elle devient plus performante. Ouais, en fait, tu te dis que c'est un truc qui devrait être à chaque fois à l'ordre du jour, quoi. En fait, on est en train de dire, on se dit que la qualité des relations est aussi importante que la maîtrise d'un procédé, en fait. Oui, absolument. Et que ça devient un vrai sujet de travail, en fait. Et il faut en avoir la lucidité, c'est-à-dire qu'il faut que le dirigeant, on l'accompagne pour qu'il voit ça. Quand le chef d'équipe
il est plus dans la prise de décision, quand il est plus dans le contrôle, dans le command and control, comme on dit. Il peut se poser des questions existentielles. Mais je sers à quoi finalement? Quelle est ma valeur ajoutée? Pour le résumer, sa valeur ajoutée, c'est s'assurer que l'environnement, pour le collectif, est favorable à l'émergence de cet empowerment. Et qu'est-ce qui a pu... Est-ce qu'il y a des anecdotes, je ne sais pas, des choses qui, justement, ne sont pas passées, se sont pas passées, ou est-ce qu'il y a eu des surprises Ah bah, j'ai des apprentissages, oui. J'ai testé une équipe sans chef. Si j'en parle là maintenant, c'est que je sais que ce n'est pas la chose à faire. Surtout dans une culture comme la SNCF. Ouais. J'ai testé des équipes sans accompagnement. Et là, il n'y avait pas les méta-règles. Donc l'équipe est tombée dans l'indépendance. D'accord. Et à l'inverse, il y a une équipe qui a testé le management par les talents. Okay. C'est-à-dire que cette équipe, elle avait un ensemble de processus en responsabilité. Et par définition, c'était une équipe composée que d'experts. Chaque expert avait son processus. Et en fait, le dirigeant, il a pris le pari de dire, mais finalement, on va tout remettre à plat et il va demander à chacun, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Vu de l'extérieur, on peut dire, bah non, tu ne vas pas faire ça, il y a bien des trucs que personne ne veut faire. Il y a des trucs, ça ne va pas trouver place. Eh bien non, tout a trouvé sa place. Tout le monde avait envie de faire une des choses que l'équipe devait faire. Et conclusion, les uns et les autres se sont éclatés parce qu'ils ont choisi ce qu'ils devaient faire. Alors bien sûr, par vue de l'extérieur, les postes ne s'appelaient plus tout à fait de la même façon qu'à l'extérieur, dans les autres établissements, dans les autres structures. Mais par contre, il y avait une telle solidarité entre eux que ça a développé la montée en compétence du collectif. Puisque celui qui le faisait avant, il le connaissait aussi, il a su tutorer celui qui voulait le faire maintenant, etc. Donc quand on est parti du pari en donnant suite aux envies, on arrive à une équipe performante. Alors il faut une taille critique, ce n'est pas juste à 3 collaborateurs, ils étaient une dizaine. Donc du coup, statistiquement, tout le monde aime tout ce que fait le collectif. C'est que tu avais un terrain d'expérimentation génial. Alors si à chaque fois, c'était toujours les mêmes... Non, c'est une équipe différente, ça. Oui, je sais, mais c'était que des types d'équipes d'une dizaine de personnes ou... Alors ça dépend. Alors là, on a démarré à 8, après on est passé à 27. Et là, l'autre équipe que je parle, elle est restée stable. Donc, si je remets juste pour le procédé, donc toi, si tu commences à le faire avec des volontaires. Oui. Ensuite, tu en as d'autres, peut-être des managers qui disent, nous, on va le tester aussi, c'est ça ? Oui. Alors, en même temps, donc, pour revenir un petit peu à la méthode, j'ai d'abord essayé de créer un climat favorable à ça. C'est-à-dire à bouger un peu les convictions. On parle de croyances, à essayer de casser un peu les croyances, à essayer de montrer qu'on peut, à la SNCF, c'était ta première question, on peut changer les choses. C'est possible de faire les choses différemment. Et notamment, faire comprendre et découvrir qu'on a des marges de manœuvre. On a mis en place la sophrologie, on a mis en place la méditation, on a aménagé les locaux, il y a une salle zen, on a fait des choses qui normalement se font pas. Et on a juste montré aux collaborateurs, si ce n'est pas interdit, c'est que c'est autorisé. Pourquoi pas ? Le pourquoi pas est un motto qui est souvent ressorti, ça. Donc la culture a été... j'ai d'abord travaillé à faire changer cette culture-là. Pour accélérer ce changement, on a fait un collectif qu'ils se sont appelés eux-mêmes Osons. Ça ne s'invente pas. Hein. Et à l'issue d'un séminaire, un grand séminaire qu'on a fait au stade de Grenoble d'ailleurs, c'était 12 collaborateurs issus de tous les métiers, toute la région, et qui ont été auprès des collaborateurs des ambassadeurs du changement de posture, pour devenir d'un collaborateur à un collaborateur, acteur de son environnement. Comment je peux améliorer, changer, m'en saisir. Donc en même temps qu'on faisait des expérimentations dans des équipes, on a en même temps changé la culture. Donc j'ai travaillé sur le management et sur la culture. Ouais, en fait, ça me rappelle, moi, des prémices de ce que je faisais aussi chez AXA, parce que donc, moi, je viens d'un grand groupe aussi à la base. Et tu vois, ça marchait pas du tout. Enfin, on a essayé de faire... on avait créé des cartes joker aussi pour essayer de développer un peu l'innovation. Enfin, comme tu dis, quand tu n'as pas ton climat de confiance ni l'exemplarité, parce que je pense que si ton chef ne montre pas l'exemple ou montre pas que c'est possible, qu'on peut oser et n'encourage pas publiquement ou par plein d'autres manières, ça peut pas se faire, quoi. Parce que c'est pour ça que c'est important, en fait, que ça vienne quand même du dirigeant, quoi. Absolument. Toi, au niveau de ton codir, est-ce que tu as fait d'autres trucs ? Enfin,
Beaucoup d'accompagnement Ouais. avec coach. On a... Parce que la difficulté, c'est ça, c'est comment tu l'insuffles. Parce que tu peux être même tout seul très convaincu, avoir les collaborateurs aussi, mais si la couche managériale n'est pas du tout dans le délire, parce que généralement, il y a toujours ce besoin de ce côté statutaire de être manager, c'est mon identité. Ça fait 20 ans que je cherche à devenir manager, et là, tu me dis, on arrête tout. Je vais pas embrasser ce changement. Donc voilà, tu as travaillé ça avec de l'accompagnement, c'est ça? Oui. Alors, je l'ai travaillé à 2 registres. Un accompagnement collectif. Par exemple, le premier coach qui nous a accompagnés, il nous a insufflé la capacité d'écoute. Il a amené le bâton de parole. Il nous a fait travailler en groupe de parole. Voilà. Aujourd'hui, on appelle ça des groupes de parole. Et le dernier coach, quand il est arrivé, il dit « C'est impressionnant, vous vous écoutez quand vous parlez ». Je dis « Bah oui, ça vient du premier travail qu'on a fait avec le premier ». Donc on a fait un accompagnement avec le collectif. Et la deuxième chose que j'ai faite, elle est plus personnelle. J'ai mis en place ce que j'ai appelé bilatéral, parce que je ne savais pas trop comment l'appeler autrement. Hein. C'est-à-dire des moments de tête-à-tête avec chacun de mes N-1 où on ne parle pas business. Où là, parler business, c'est des points métiers qui portent un autre nom. Là, c'est juste, on parle de toi et de la relation de toi avec moi et de la relation de toi avec tes collègues. Ça démarre tout le temps, et ils en témoignent, que par « Comment vas-tu ? Comment ça va ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a pas plu ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as vécu ? Qui te plaît, pas plaît ? Tu veux revenir dessus ?» Super. Et C'est de la c'était combien régulation en Ouais. one-to-one, en fait. Hein. Tu le faisais tous les combien? Tous les mois. Ah oui, super. Tous les mois. Donc, il y avait dans mon agenda minimum deux one-to-one par semaine, à peu près. Ouais, c'est top. Et après, je pense qu'en fait, c'est tout bête, mais en tant que manager, on nous fait ça, on va le faire intuitivement. C'est modélisant, absolument. Voilà, donc, Pas forcément facile, parce que je ne sais pas, moi, quand je pose la question, ce que le collaborateur va dire. Donc, il faut que je sois prêt à tout entendre. Ouais. Y compris, tu sais, je voudrais revenir sur ce que tu as dit lors de la dernière réunion, je l'ai très mal pris, quoi. Ah, parlons-en. Il faut être prêt à tout entendre. Aujourd'hui, on appelle ça peut-être du feedback, mais là, c'est du feedback institutionnalisé, c'est-à-dire un espace de parole. Mais ce qui est terrible, c'est que si on ne prend pas ces moments-là, on ne le fait jamais. Donc, c'est exactement l'idée. Enfin, donc moi, avec Humanside, on a des bootcamps pour des managers qui s'appellent du management par le care. Et en fait, je leur donne des exercices, quoi. Et, pour prendre le temps d'essayer de nouvelles façons de créer encore plus de liens avec ses collaborateurs, avec ses équipes. Et parce qu'on va nous dire tout le temps, je suis sous l'eau. Là, voilà, c'est leur donner des exercices à faire pour qu'ils prennent le temps de nouer du lien avec chacun. Il faut du temps pour soi, du temps pour l'autre. C'est pas du temps perdu. On a tendance... J'avais ce sujet avec cette équipe, justement. Mais s'ils sont pas sur le quai, c'est du temps non productif. Non, c'est du temps qui permet d'être plus productif. C'est un peu comme quelqu'un qui m'avait dit un jour, c'est comme dormir. Ça ne vous vient pas à l'esprit de ne pas dormir. Vous avez besoin de dormir pour être efficace la journée. Donc, votre efficacité de la journée dépend de votre nuit. Et ce temps de discussion, ce temps de dialogue est essentiel dans le cadre des relations avec vos collaborateurs. Ouais, non, mais c'est exactement l'idée avec Yes You Care de se dire aujourd'hui, de toute façon, le partage fait partie du travail. Donc, si on ne prend pas le temps des relations, on ne peut pas être performant. Donc, ça se travaille aussi bien, comme l'opérationnel d'ailleurs. Oui. C'est Mathieu Etchessa qui dit très bien ça. Il dit « Les espaces de discussion sont des outils de la transformation ». Et ça, c'est essentiel. Si on ne comprend pas ça, on ne sait pas à quoi sert une régulation, on ne sait pas à quoi sert ces temps, on ne sait pas à quoi sert le feedback. Ce sont des outils qui sont de la transformation de la relation, mais aussi de la transformation du collaborateur et du dirigeant. J'ai énormément progressé grâce à mes collaborateurs. Ça fait partie de l'aventure. Donc en fait, on a déjà une bonne pratique très simple à mettre en place dans le cadre de Transfo, quoi. Par exemple, ouais, c'est commencer par écouter vos collaborateurs. À prendre le temps, quoi, surtout. À prendre le temps. Et le temps de s'intéresser à eux. Tu as cité Benoît Méronin tout à l'heure. Avec Benoît, on a trouvé la formule d'avoir la curiosité du collaborateur, la curiosité de l'autre. J'ai rajouté la gourmandise de l'autre. Prendre le temps de s'intéresser au collaborateur. Mais pourquoi ? Et comment ça va ? Qu'est-ce qui te préoccupe ? Et pourquoi ? Alors, je ne vais pas dévoiler ce qu'on va raconter plus tard, mais c'est l'anecdote de Kirikou. Kirikou, il ne juge pas la sorcière. Il se demande pourquoi elle est méchante.
Il fait le tour de la question, au sens propre comme figuré. Et quand il fait le tour de la sorcière, il trouve le poignard. Il cherche pourquoi elle est méchante. En enlevant le poignard, on connaît la suite. Donc effectivement, plus tu t'intéresses aux gens, plus tu comprendras leur fonctionnement, Ben oui. comment faire pour les rendre encore plus heureux et performants, quoi, aussi, clairement. Ça part d'une vision qui est les êtres humains sont des êtres en développement. Ce n'est pas des outils de production. Ce n'est pas deux bras qui sont là pour produire du KPI et des trains à l'heure ou du chiffre ou de la recette ou de la vente. Ce sont on va dire que l'entreprise, l'activité socio-économique d'une entreprise est entre guillemets, je dis entre guillemets parce qu'il y a un rôle économique, c'est un espace social de développement des uns et des autres. C'est une vision différente, nouvelle, j'ai presque envie de dire, de l'entreprise en fait. Une entreprise organique. Oui, aujourd'hui on entend ce terme apparaître, l'entreprise organique, tout à fait. On appelle ça, nous, à EVH, les entreprises pour et par des hommes vivants, des hommes et des femmes vivants. C'est des êtres vivants avant tout. D'ailleurs, c'est même pas si récent que ça, parce qu'un employé de chez Ford, quand il est parti à la retraite, il a dit à Ford, il lui a dit toute ma vie, vous avez eu mes bras, pour le même prix, vous auriez pu avoir ma tête. Ouais. C'est une façon d'envoyer un message. Ouais, si vous m'aviez vu en développement, j'aurais pu vous apporter autre chose. Ouais, c'est absolument bon. On a tous compris à quoi on peut. Enfin, on passe majoritairement à côté de plein de choses si on ne prend pas soin des gens, d'où l'intérêt du management par le care, faire attention à l'autre, à soi aussi. Est-ce que, du coup, tu peux nous en dire plus sur la suite de cette transfo? Est-ce que ça a justement essaimé? Quels ont été les pièges aussi? Je ne sais pas. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Tu nous en as déjà partagé quelques-unes, mais peut-être la suite de l'histoire aussi. Alors, la suite, ça a été surtout la transformation de mes N-1. De la même façon, au travers de ces bilatérales, au travers des séminaires, comme tu disais, il y avait l'exemplarité. Donc, il faut attendre que le sachet de thé diffuse, attendre que tout ça, ça descende dans tous les niveaux. Donc, il y avait à la fois le groupe Ozon qui travaillait à un niveau, à la fois moi qui travaillais à un autre niveau. Et donc, ça, c'est long. Quand on a 800 collaborateurs, ça prend du temps. Donc, les belles pépites, c'est quand j'ai des N-1 qui, derrière, engagent par eux-mêmes des choses que je n'avais même pas imaginées. Voilà. Alors ça a pris du temps. L'autre chose, c'est que les 8 sont devenus 27. Et ils n'ont pas voulu faire 3 fois 8, ils ont voulu faire 1 fois 27. Bon. Ils se sont vite rendus compte que non. Ouais. Une équipe de 9, ça tourne d'une certaine façon. 3 équipes ensemble, ça ne tourne pas pareil. Donc, ils ont voulu faire une seule équipe et ça n'a pas fonctionné. D'accord. Ça n'a pas fonctionné parce que les processus de régulation étaient trop grands. C'est ce qu'on parle du concept de la pizza. On dit qu'il faut que la bonne taille pour une équipe, c'est pouvoir se réunir autour d'une seule pizza. Pour le dire simplement, la bonne taille pour moi d'une équipe, c'est entre 8 et 12. C'est la bonne taille Et encore, c'est un beau codir déjà. Oui, non, mais même pas en codir, en termes d'équipe opérationnelle. Descendre en dessous de 6, il y a un effet critique, un effet de seuil. Au-delà de 15, on commence à plus trop se connaître. On commence à plus trop savoir les particularités des uns et des autres. D'accord. Et oui, et comme tu disais aussi, cette idée de transmission aussi entre les personnes sur les expertises, oui. Et de solidarité en fait aussi. Oui, et après il y a l'envie de se former. Donc ce qu'on a développé, donc je t'ai parlé de la culture et du management. Le 3e pilier a été l'organisation. Donc là, on était en 23 et jusqu'à présent à essayer de travailler sur une nouvelle façon de travailler, c'est-à-dire beaucoup influencée par les cercles sociocratiques. Donc travailler l'organisation par des cercles opérationnels, donc c'est de la gouvernance partagée, et des cercles transverses, c'est-à-dire l'expertise distribuée. Donc des cercles transverses composés de collaborateurs de cercles opérationnels et qui sont porteurs d'une expertise. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un expert, il y a un collectif d'experts qui s'entretiennent mutuellement, qui montent progressivement et collectivement le niveau dans leur domaine d'expertise. Par exemple, ça peut être dans la sécurité incendie, la sécurité du personnel, l'informatique, la formation, le RH, que sur la base de processus qui nécessitent un niveau d'expertise, mais qui sont distribués dans les groupes opérationnels. Donc, un collaborateur de chaque équipe
et le représentant, donc il a été élu sans candidat au sein de ce collectif comme étant le représentant d'un processus. Et pour monter en compétence sur ce processus, il appartient à un cercle transverse. D'accord. Et donc tout ça, c'est juste par rapport à la partie opérationnelle, c'est à côté en fait. Alors les cercles d'expertise, Oui. c'est complémentaire. Quand D'accord. le cercle opérationnel a élu son candidat un expert, un représentant d'un domaine, ben, il a besoin d'être appuyé, soutenu. Du coup, on met en place le cercle transverse à côté. Ok. C'est un maillage. En fait, c'est un maillage. Et ça prend du temps. On Et commence genre par sur un vos cercle. slides d'organisation, vous mettez... On fait, voilà, Vous le faisiez, enfin vous le montriez que de eh cette ben, manière-là ou... on a développé en interne une application pour ça. D'accord, ok. Non, parce que j'essaye d'imaginer, parce que moi je me souviens très bien chez AXA, tout le monde avait son organigramme, mais même qui a intégré à l'intranet. Enfin, imaginer pouvoir faire son petit, tu vois, son organisation en cercle, c'était compliqué. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a essayé de trouver une solution. Il y a des applications qui existent sur étagère, mais qui ne sont pas connectées à Office. On parlait de contraintes. Nous, SNCF, on a Office. Donc on a Teams, on a Power BI, etc. Ouais. Donc il fallait que ce système sur étagère soit connecté à ça. Donc vous l'avez créé. Notre annuaire téléphonique, il est sur Windows, donc du coup sur Exchange, voilà, chercher le terme. Et il fallait que ça soit compatible avec ça, et on n'a pas trouvé, donc on l'a développé en interne sur la base de Power BI en fait. Donc une ressource, un développeur informatique qui nous a développé ça. Voilà, et on en est là. On en est juste là. C'est une question un peu qui paraît un peu futile comme ça, mais c'est porteur de communication. En fait, on a besoin de savoir un peu qui fait quoi, qui je dois appeler, etc. Donc c'est pour ça que, surtout dans les grandes organisations, on se réfère à ce genre d'endroit pour pouvoir savoir tout ça. Donc en termes de communication, il y a d'autres choses qui ont émergé pour faciliter justement la communication entre chacun, quoi. Le besoin de communication était surtout sur les cercles transverses, parce que les cercles opérationnels, en apparence, c'est très semblable. Un processus de fonctionnement n'apparaît pas sur un organigramme. Donc en apparence, il y a toujours un chef d'équipe et une équipe. Donc sur un organigramme hiérarchique, donc le cercle opérationnel, ça ne traduit pas qu'on a un dirigeant qui est en servante leadership, ça ne traduit pas qu'on a une équipe qui a un niveau d'autonomie. Là où c'est plus intéressant, c'est dans les cercles transverses, où là, pour le coup, sur l'organigramme, on ne voit pas. On ne voit pas les représentants qui ont été élus dans chaque équipe. Voilà, c'est là-dessus qu'on a eu un besoin de communication. Ok. Et comment vous avez réussi à faire exister tout ça sans toucher à la performance ? Progressivement. C'est pour ça que ça prend du temps. Tout doucement. Et vous n'avez pas du tout réussi à toucher la perf, du coup Alors non, au contraire. Les équipes qui sont autonomes, elles ont amélioré ce qu'on appelle le taux d'absentéisme, elles ont amélioré leur performance opérationnelle. Oui, pardon, je voulais dire les objectifs, la partie RH. Non, ça ne bouge pas. Ça n'a pas bougé, mais ça, du coup, c'est ça qui est compliqué, je trouve. Tu vois, sur comment tu réussis à dire aux gens, voilà, on a tout fait évoluer, mais au final, tes objectifs restent très individuels et classiques, on va dire, et vont pas forcément intégrer tout ce que tu fais en parallèle sur les cercles, sur les... Tu vois. Alors, ils les intègrent parce que nos objectifs sont plus élevés. On avait quand même le taux de fréquence le plus faible de l'ensemble des établissements de l'Axe. C'est quoi le taux de fréquence ? C'est le nombre d'accidents par heure, par million d'heures, c'est un ratio. D'accord. Donc, c'est un indicateur qui est commun à toutes les entreprises et qui définit, qui montre le niveau d'accidentologie quelque part. Voilà, l'absentéisme, c'est pareil, tout le monde y travaille. Alors, on a eu un effet avec le Covid, on a eu un phénomène assez intéressant de l'évolution du court terme vers le long terme. Il y a eu des évolutions dans tous ces indicateurs, mais on n'a pas révolutionné le pilotage, en fait. L'intention était de révolutionner, était de changer la relation, le regard manager-manager. C'était là-dessus uniquement. On n'a pas changé la façon de faire partir un train, on n'a pas changé la façon de vendre un billet, on n'a pas changé la structure de l'entreprise. On a changé la façon dont on se parle, dont on est en relation, dont on se considère, dont on s'écoute. Et ça a dû faire venir quand même des collaborateurs, non ? Ça doit donner envie à pas forcément, parce qu'on ne fait pas forcément de la pub, on ne fait pas forcément de communication là-dessus. Et puis la gare de Pardieu est une gare très difficile, donc les conditions de travail ne sont pas forcément faciles. Et puis nous sommes une entreprise où le salaire est défini par une grille, et donc là-dessus, je n'ai pas de marge de manœuvre non plus.
Donc, Ok. après, il y a l'attractivité Mais qui ce que je veux est dire, même sur en le- interne, vous n'étiez pas, je sais pas, une. J'ai eu ça en Normandie, ouais. Ouais. En Normandie, j'ai eu ça. J'ai eu des collaborateurs qui sont venus. On entend parler de ce qui se passe chez toi, donc moi j'ai envie de venir vivre ça. J'ai eu ça. J'ai eu une collaboratrice récente que j'ai recrutée l'année dernière qui est venue aussi pour ça. Ok. Ouais. Et tu as entendu parler de dirigeants comme toi qui ont essayé justement ce type de philosophie managériale dans d'autres directions ou... Oui, et pareil, ils font pas de pub. Ouais, en fait, vivons bien, vivons On cachés. reste, on reste sous-marin en plongée. Ouais. Voilà. Bon, alors il se trouve que maintenant, il y a eu une réorganisation. Alors du coup, bah, c'est une aventure qui a eu un début et qui du coup a eu une fin, puisqu'il y a eu un changement d'organisation structurelle. Et donc on ne peut pas poursuivre l'aventure. Par contre, ce qui est certain, c'est que les collaborateurs qui ont vécu cette aventure, ils repartent maintenant dans leur nouvelle structure complètement différemment, complètement changée. J'ai un collaborateur qui vient de partir maintenant chez Wigo, il n'est plus le même. Tu les as picousés, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, on peut dire ça. Où ils se sont changés, ils Ouais, se sont ça. découverts. Ils ont envie, ils ont découvert une nouvelle façon Qui ils étaient. d'être managés, en fait. Donc, on a envie de faire la même chose après. Hein. Et comme quoi c'était possible. Mm. On a travaillé sur les croyances, ils ont pris conscience. Ils ont aussi appris des conditions de réussite. Je parlais de permission, protection. Ils ont compris aussi ce qui était possible et comment on pouvait arriver à le faire. Et puis maintenant, ça en fait d'autres qui vont essaimer. Hein. Tout ne repose pas sur une personne, heureusement. Oui, c'est clair. Bon, écoute, super intéressant. Et je sais que tu pratiques beaucoup des Learning Expeditions, enfin, tu t'intéresses beaucoup aussi à d'autres innovations, enfin, à d'autres dirigeants comme toi qui entreprennent des transfos. Est-ce que tu as des choses qui t'ont inspiré particulièrement? Enfin, je sais pas, des expériences, des bonnes pratiques Alors, qui m'ont inspiré et qui m'ont autorisé, en fait. Donc j'ai la chance de faire partie d'un groupe d'une association qui s'appelle EVH, qui regroupe des dirigeants qui sont dans cette posture très humaniste, un regard différent sur les collaborateurs. Et j'y côtoie maintenant des amis qui sont chefs d'entreprise, où ils ont fait des choses, mais qui sont plus impressionnants que ce que je peux faire, moi, au sein de ma structure. Les établissements CRO, Antoine et Jérôme, ont changé la structure familiale, ont changé leur entreprise fondamentalement, en associant leurs collaborateurs, en changeant la façon du dialogue social. Enfin, c'est quelque chose de bluffant, et en y mettant surtout une dimension du vivant. C'est-à-dire, ils n'ont pas attendu la loi Pacte pour apporter quelque chose, une raison d'être d'une autre nature. On parlait, lors de notre échange de préparation, on parlait d'une entreprise événementielle où Frédéric a construit une structure, a construit une entreprise sans niveau hiérarchique, très plate, un râteau très plat. Et dans le milieu de l'événementiel, c'est pas toujours facile, et encore moins quand il y a eu la période du Covid. Et ben, grâce à cette autonomie, cette responsabilité, cette agilité, il a su passer cette période de Covid, non seulement sans trop de dégâts, mais surtout en se réinventant. Et ça, c'est assez inspirant, en fait, de montrer que finalement, l'agilité que l'on peut développer dans nos métiers et dans notre relation, dans nos modes de fonctionnement, peut être utile après dans tout moment. Et toi, justement, tu as eu des moments de crise dans lesquels tu as des collaborateurs qui se sont hyper engagés et se sont un peu révélés ou grâce à cette organisation? Oui, alors ils se sont engagés. D'ailleurs, ça a été un sujet qu'on a eu au tout début. On a eu du surengagement. Il y avait une telle excitation, un tel plaisir, que pour eux, il n'y avait plus de différence entre le perso et le pro, parce que tout leur faisait plaisir et ils se développaient tellement qu'ils continuaient à bosser en dehors de leurs heures. Il a fallu dire, mais attends, on se calme, tu as aussi une vie, il n'y a pas de problème, c'est super ce que tu fais. Ils attendaient ça quand même. Mais ils attendent, oui, c'est-à-dire que ça leur plaisait en fait. Ouais. Et pour eux, c'était, mais non, c'est pas du travail, ça me fait plaisir de travailler sur les orgas ou travailler sur la formation, etc. Super. Mais en tout cas, ça a permis à ces gens-là de prendre conscience que c'est ça qui leur plaisait. Ils avaient la possibilité d'exprimer ce qui leur plaisait. Et derrière, ils ont fait évoluer leur carrière. Et justement, face à, c'est génial, hein, cette excitation générale, c'est super. Et comment tu permets à chacun de s'entendre, de se faire entendre et de décider?
Dans un collectif, tu veux Ouais. dire il est important, et on parlait des relations, c'est comment le collectif donne mandat à un des leurs. C'est-à-dire, quand bien même un collaborateur a envie de se saisir, par exemple, de l'organisation, il faut que l'équipe lui en donne mandat. C'est là où on revient sur les méta-règles. C'est pas chacun se saisit de ce qu'il veut comme il veut. Donc il y a certes une élection sans candidat. Naturellement, le passionné qui a les talents, les compétences pour, il va naturellement être élu comme tel. Mais du coup, il va y avoir une redevabilité avec le collectif. C'est-à-dire, même si le collectif te donne ce mandat, elle ne te donne pas le mandat pour autre chose. Donc ça définit bien le livrable, le périmètre de responsabilité que le collaborateur a vis-à-vis de son équipe. Oui, alors je vois très bien. Je me dis, non, parce que je me souviens aussi, tu as des personnes qui peuvent avoir envie de tout faire et du coup qui vont arriver dans plein de réunions et en fait qui vont empêcher un peu le groupe d'avancer parce qu'ils sont pas là tout le temps ou on fait de la redite ou et il n'y a pas cet engagement en fait au final de delivery aussi parce que tu fais partie du groupe. Donc j'entends l'intérêt, ok. Ouais, Ce que tu soulignes là, ça amène aussi une réflexion sur, pour qu'une équipe fonctionne bien, il y a aussi tous les processus d'intelligence collective. C'est-à-dire que chacun ne la ramène pas, et dans une réunion, c'est structuré, il y a une distribution de la parole, je faisais allusion au bâton de parole tout à l'heure, il y a des processus d'écoute, des processus de création et de résolution de problèmes. Et ce sont ces processus-là dits d'intelligence collective, ça s'apprend, ça s'anime, et il est important d'avoir de l'expertise là-dessus. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a des écoles qui forment à la facilitation, puisque c'est de ça dont on parle. Facilitation, les facilitateurs, c'est un métier, c'est un job. De la même façon qu'il y a des coachs, il y a des facilitateurs. Et le facilitateur, c'est pas le manager, c'est pas le job du manager, du responsable. C'est bien un job complémentaire. Alors, on l'amène d'abord par une expertise externe, on le développe après en interne, pourquoi pas, mais ça s'improvise pas. Et du coup, ça, oui, je vois très bien l'intérêt de former chacun à l'intelligence collective, mais c'est arrivé comment? Tu l'imposes à tout le monde? Tu dis coucou les gars, pour que ça marche, tout le monde se fait former ou... Exemplarité. Exemplarité. Les premières décisions, quand je les ai prises par consentement, j'ai animé la prise de décision. Les collaborateurs me disaient mais qu'est-ce qu'il fait? Il décide pas. Pourquoi ça y est? Pourquoi il tranche pas? Et une fois qu'on a pris la décision, je leur ai fait de la métacommunication sur voilà, on a fait ça comme processus. Et la fois d'après, quand je l'ai refaite, il y a une collaboratrice qui me dit tu nous fais du consentement là. Voilà, ça y est, t'as compris. Okay. Voilà, donc ça c'est l'exemplarité. Après, il y a de la formation aussi. Quand on a fait de la régulation avec les outils de la CNV, communication non violente, là c'est pareil, il y a une méthode, il y a un process. On fait venir un formateur, un coach, autre. On le vit ensemble et puis on comprend mieux ce que ça veut dire qu'une régulation en CNV, quoi. Mais je me dis, parce que aujourd'hui dans les grands groupes, dans tous les cas, alors je ne sais pas si ça a changé depuis, mais donc on choisit, c'est les collaborateurs qui choisissent leur formation. Alors les deux. Si moi j'estime que mes collaborateurs, j'ai envie de leur donner une formation sur la CNV, Ouais, tu peux leur proposer. Je l'organise. Okay. Voilà, j'organise un séminaire d'une journée et puis on parle CNV, on pratique, on teste. Ok. Et je me posais aussi la question, parce que tu en as parlé en mentionnant tes exemples d'entreprises inspirantes. T'as pas eu de sujet avec les syndicats, justement, les organisations syndicales, je sais pas, sur tout ce que tu étais en train de faire, parce que tu faisais bouger les choses quand même. Un petit peu, oui. On a eu quelques sujets. Ce qui était rigolo, c'est que ça s'est régulé. C'est-à-dire quand le collectif disait non, pour le moment, nous ne sommes pas prêts à savoir qui d'entre nous aura telle augmentation. Même si les syndicats venaient, c'est le collectif qui disait aux syndicats « Attendez, on n'est pas prêt ». Donc, comme ils sont représentants du personnel, ça s'est fait en bonne intelligence. Donc, en fait, c'était tes équipes qui ont à la fin, qui faisaient le dialogue avec les organisations syndicales à ce sujet-là. Oui. Alors là, on est dans l'informel, on est dans un dialogue informel. Ouais. Même si le dialogue formel existe toujours, il y a des instances qui existent, on ne les a pas remises en cause. Donc là-dessus, les partenaires sociaux n'ont pas perdu leur pouvoir. Et au contraire, on a fait du partage d'informations. Et là, c'est comme ça que ça fonctionne, etc. quoi. Ok. Non, mais je fais exprès de poser cette question-là parce que c'est un beau modèle mental aussi. Je pense que peut-être l'excuse la plus simple à ne rien faire dans les grandes entreprises, ils vont jamais accepter ou des choses comme ça. Donc, je trouve intéressant qu'au final, c'est les équipes qui s'emparent du sujet et du coup, forcément, le dialogue, je pense, est plus fluide. Oui, et puis quand on y met de l'authenticité, quand on y met de la conviction,
Les quelques bilatérales que j'ai faites avec les partenaires sociaux, le débat, il est d'une certaine maturité. On n'est pas dans je vous vends un truc que je ne crois pas. Je vous parle d'un sujet Oui, auquel je d'autant crois. plus qu'il a été initié par toi, en fait. Oui, Enfin, c'est vrai que c'est vraiment intéressant, ça, de dire à tous nos auditeurs, allez-y. mais faut, faut y croire, quoi. Mm. J'aime bien cette phrase qui est faut pas espérer pour entreprendre. On n'espère pas un reward, on n'espère pas un regard positif. C'est pour ça qu'il faut pas communiquer. Normalement, il n'y a pas besoin de faire de la pub ou de communiquer si à partir du moment où c'est basé sur une conviction personnelle. Mm. Donc, et ça, le partenaire social, il le ressent. Il sent l'authenticité ou pas. Est-ce qu'on est en train de décliner une direction pensée à Paris ou est-ce qu'on est en train de mettre en œuvre quelque chose auquel on croit intensément? Et alors, moi, je suis persuadée que tu as forcément, enfin, toi, enfin, je veux dire, en tout cas, cette philosophie managériale, cette façon de partager voilà, le pouvoir, hein, elle a changé des vies, à mon avis, enfin, dans des vies professionnelles. Est-ce qu'il y a eu aussi des résultats particuliers de performance? Enfin, tu m'en avais rapidement parlé tout à l'heure, mais est-ce que ça s'est ressorti aussi par rapport aux autres régions ou pas? On ne compare pas en région, parce que D'accord. chaque gare est un peu Ouais. différente, hein, un contexte un peu particulier. Pardieu, c'est pas Paris, gare de Lyon, et c'est pas Marseille, enfin, c'est des gares de passage, ça n'a rien à voir. Donc, par contre, par rapport à soi, euh, cette équipe, elle a travaillé sur ce qu'on appelle les trains intersecteurs, c'est-à-dire le temps de stationnement. Ce sont les trains qui viennent des quatre coins de la France et qui passent par Pardieu, D'accord. intersecteur. Et tout le monde me disait, de toute façon, il y a un plafond de verre, on ne peut pas faire plus mieux que 50% des trains. Ça voulait dire que 50%, un train sur deux, respectait son temps de stationnement. On en était là en 2017. Et quand cette équipe a pris la main, elle est montée à 75% en 2 ans. Elle a Ok. Ouais, montré que exploser le non, truc. ce n'est pas un sujet de plafond de verre. Les collaborateurs voient des choses. Si vous ne leur laissez pas la possibilité de les modifier, eh ben, elles ne changeront pas. Et c'est pour ça qu'on a un motto qui est c'est ceux qui font qui savent. Ceux qui font, ils savent, ils connaissent leur métier. Faites-leur confiance. Par contre, accompagnez-les, donnez-leur les moyens de mettre en place des changements, des process, des évolutions, avec de la rigueur, avec des méthodes, de la traçabilité, hein, ça n'empêche pas. Il y a quand même des modes opératoires, mais ils vivent. Ils vivent parce que ce sont les collaborateurs qui les font vivre. Ils y mettent leur expertise. Ils ont inventé, par exemple, l'opération poussette. C'est le nom qu'ils ont donné. Donc, je voyais un jour une collaboratrice. Bon, je monte maintenant, je vais faire l'opération poussette. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Elle me dit, bah, en fait, je monte un petit peu avant, je vais sur le quai et je remonte le quai et je repère les poussettes. Et partout où il y a des poussettes, je vais voir les parents et je leur dis, pliez votre poussette, je peux vous aider à plier votre poussette parce que ça sera plus facile, vous serez moins pris dans les flux. En fait, pourquoi? Parce qu'ils ont repéré que les poussettes non pliées ralentissaient les flux de montée et descente. Personne n'avait imaginé le truc, personne ne l'avait vu, mais eux, ils sont sur le quai tous les jours, ils l'avaient vu. Et ils ont inventé ce terme. Voilà. C'est top. Voilà un exemple. Donc, ça montre bien que c'est ceux qui font le job tous les jours qui le savent le mieux. Génial. J'ai quelques dernières questions. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné? Une phrase dont j'ai horreur, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça, je pense qu'on la donne dans toutes les entreprises, je les ai Ah, mais entendues. c'est une horreur, ce truc-là. Ben non, si t'as confiance, t'as confiance. Par contre, que tu suives ce qui se passe, c'est pas contrôler. Dire, je vais contrôler, en fait, contrôler parce qu'on a fait confiance, c'est parce qu'on n'a pas lâché prise. C'est-à-dire qu'on a la trouille en réalité. Et donc, on se sert de cette phrase comme justificatif pour aller mettre son nez dans les affaires. Non, non, suivre. D'ailleurs, c'est ce que je dis aux managers, vous avez 3 S à vous souvenir. Hein. Vous donnez du sens, vous suivez et vous soutenez. Très simple. Mais c'est pas je vais contrôler. Et donc, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ah, c'est le pire des conseils qu'on ait pu me donner, ça. Top. Est-ce qu'à un moment, tu as eu vraiment peur? Parce qu'en fait, tu sais, j'étais en train de me dire, je pense que tous les managers, tous les dirigeants, au fond, ne sont pas des contrôles frics non plus. Enfin, ils sont sensibles à un management porté vers les autres. Enfin, d'ailleurs, souvent, s'ils sont à ce poste-là, c'est qu'ils aiment quand même les hommes, les hommes et les femmes. Mais est-ce que tu as quand même eu peur à un moment pour toi, pour ton poste? Parce que je pense que c'est le seul frein. Hein. C'est juste en termes de carrière, en termes de, voilà, d'avoir un échec qui fait que on nous plombe
qu'on se fasse dégager ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a eu ce petit moment-là On revient sur la permission de la protection. Il faut construire cette alliance-là avec son chef, avec son actionnaire, avec son président, quelle que soit l'entreprise, avec celui qui vous a placé là. S'il n'y a pas cette relation de confiance, effectivement, c'est un risque. Ouais. En fait, c'est drôle, c'est comme en marketing, quoi. Il faut demander la permission. Alors, c'est la ce qu'on dit. protection, c'est la permission protection. C'est-à-dire, Ouais. on est d'accord, je vais faire ça. Est-ce que tu me soutiens? Est-ce que tu es OK? Quelle marge de manœuvre tu me donnes? C'est quoi mon champ de responsabilité, mon champ d'action, quoi. Et il faut aller les demander, et puis l'obtenir, et puis le faire respecter. Mais si on n'a pas ça, effectivement, on ne sait pas ce que peut advenir, et on peut tomber sur un chef qui change d'avis et qui voit les choses différemment. Oui. Ok, super. Et alors, du coup, mes 2 dernières questions que je pose généralement dans le podcast, c'est si tu avais un tableau derrière toi dans ton bureau qui devait résumer ta philosophie de managériale, qu'est-ce qu'il dirait ce tableau? Il serait écrit quoi dessus? Il y a tellement de trucs qui pourraient être dits, mais j'ai envie de rester sur la phrase que j'ai dit tout à l'heure, sur il n'y a pas besoin d'espérer pour entreprendre, parce qu'il y a une suite qui est intéressante, qui est « et il n'y a pas besoin de réussir pour persévérer ». À partir du moment où c'est une conviction, on ne vise pas des résultats, on vise une conviction. Donc moi j'ai envie de... Je te dirais ça, voilà. Très bien, intéressant, merci. Et les dernières questions, tu nous as un peu mentionné, mais tu peux nous repartager juste les noms du coup de personnes que je devrais harceler pour qu'ils viennent dans le podcast et aussi donc pourquoi et quelles questions tu aimerais que je leur pose? Alors les personnes auxquelles je pense, c'est ceux que j'ai cités tout à l'heure. Est-ce que tu peux rappeler les noms des entreprises? Frédéric Rochex à Inside Outside, qui est une entreprise événementielle, et Antoine et Jérôme Cros, des établissements Cros, qui sont des amis et qui font des trucs formidables. La question qu'il faudrait leur poser, moi je leur renverrai à eux. Il y a des questions qui sont plutôt du registre existentiel. Comment ils voient la raison d'être du manager, du dirigeant. Tu disais tout à l'heure, les dirigeants, s'ils sont à cette place, c'est qu'ils aiment les hommes et les femmes. Moi, je posais souvent cette question quand on recrutait un dirigeant, que ce soit un chef d'équipe ou autre. Je lui demandais qu'est-ce qui fait un bon chef d'équipe. Il y en a qui se sentaient obligés de dire qui tient ses KPI, qui aime le management. Et pour moi, non. Un bon dirigeant, c'est pas quelqu'un qui aime le management. C'est celui qui aime ceux qu'il manage. C'est pas tout à fait pareil. On ne situe pas la relation pareil. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la gradation, dans l'échelle des responsabilités ou de transformation. On est plutôt dans un registre qui est plus du registre existentiel. Ouais, on parle d'individu, de personnalisé, quelque chose de personnalisé, quoi. Ouais. C'est pas juste j'aime le management au sens large. Exactement. Parce que ça me kiffe, parce que je lui prends du plaisir et je rentre à la maison, j'ai fait du bon job. C'est pas ça en fait. Voilà, c'est ça. Oui, parce que je pense que c'est plus dur. Hein. Oui, c'est plus dur parce que ça veut dire un travail sur soi. Alors il y en a qui appellent ça les crises de la quarantaine, la cinquantaine. J'ai pas encore celle de la soixantaine, mais je m'attends à ce qu'il y en ait une. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Il y a aussi cette question, on est sur Terre pourquoi? Voilà. Et ça, c'est une question qui est intéressante parfois à un moment de se poser dans sa vie. Génial. Écoute, un grand merci Jean-Christophe pour cet échange passionnant. J'ai pas vu le temps passer. C'est pour ça, heureusement. C'est que c'était cool. Alors, on a encore tellement de choses à se raconter. Absolument. On pourra faire un deuxième épisode. Mais en tout cas, merci déjà pour ce partage d'expérience qui, j'en suis certaine, va inspirer plein d'autres dirigeants, salariés ou pas, mais pour aussi tenter ce genre d'expérience. Allez-y. C'est tellement en accord avec soi qu'il faut le faire. Et je pense que les collaborateurs qui n'ont pas le pouvoir d'influence, ils attendent ça de nous. C'est le conseil que je peux donner. Yes, we care. Yes. Merci beaucoup. Faustine. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, s'il vous plaît, laissez un avis sur iTunes et les autres plateformes d'écoute. Partagez cet épisode autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Yes We Care, le podcast des dirigeants qui font rimer succès avec humanité.